humilié, ridiculisé. Un enfant, exemple humilié, bravo Mathieu, vous voyez Mathieu est encore en retard, tout le monde, c'est ta faute à Mathieu. Ridiculisé, c'est ah, tu vois Mathieu, tu as mis tes bottes en envers encore une fois. Ridiculisé, humilié, on peut aussi dire attacher, dénigrer, attacher un enfant dans une chaise, dénigrer, punir de façon exagérée, l'asseoir dans un coin sur ses genoux, exemple. Ce sont des mesures et des attitudes, des gestes inappropriés. La douce violence, par exemple, c'est une petite teinte en dessous. Donc, ce sont des pratiques et des petites attitudes qui sont inappropriées, imposées aux enfants sans le prévenir. Par exemple, une éducatrice ou une RSG qui tapote les couches d'un enfant pour savoir s'il y a du pipi. L'enfant se promène et on fait pot, on tapote la couche, c'est de la douce violence. Dans les douces violences, c'est aussi le fait que la rapidité dans laquelle on vit, la vitesse, les enfants se font dire régulièrement dans leur journée, vite, dépêche-toi, on va être en retard, ça crée beaucoup de stress chez les enfants. Ça s'appelle la douce violence. Être bienveillant, c'est se mettre en synchronicité affective avec l'enfant. Donc, il faut être capable d'être connecté avec ce que l'enfant vit, d'accueillir ce qu'il est en train de vivre au niveau de son émotion, de ne pas faire semblant que ça n'existe pas. Ça existe. L'enfant est en colère, on va l'accueillir, on va la nommer et on va l'accompagner là-dedans. On va le soutenir. Ça veut dire qu'on va faire un nid autour de lui et dire « Je comprends ce que tu vis, je suis là, je suis avec toi et je vais t'aider à passer au travers de ça. » C'est ça, être bienveillant. C'est important d'avoir une attitude bienveillante à petite enfance parce que le cerveau de l'enfant entre 0 et 5 ans est très malléable et très fragile. Donc, ce qu'on va faire avec l'enfant va avoir un impact dans son développement de son cerveau au niveau affectif, au niveau intellectuel. Donc, la gestion de ses émotions. Le petit enfant, c'est très difficile pour lui de gérer ses émotions. Il va partir dans des émotions très extrêmes et ça prend un adulte très campé et solide pour être capable d'accueillir et réconforter. Autant le comportement désorganisant de l'enfant va venir aussi chercher la compétence de la RSG et de l'éducatrice pour qu'elle soit capable d'être campée et accueillir aussi ce comportement-là. Donc, c'est très important d'être accueillant, bienveillant et soutenant pour l'enfant et empathique. En contrepartie, une éducatrice qui est autoritaire et qui n'est pas campée, qui a des attitudes inappropriées, va créer chez les enfants le stress. Le stress est très nocif pour le développement du cerveau. Le stress va développer du cortisol dans le cerveau de l'enfant, ce qui fait que l'enfant va ralentir son développement de cerveau. Et ça, c'est des recherches qui viennent de sortir. C'est très nouveau. Le cortisol, on est capable de comprendre que lorsque l'enfant sécrète beaucoup de cortisol relié au stress, l'enfant diminue, ça ralentit le développement du cerveau. Par contre, lorsque l'enfant vit des moments bienveillants avec l'éducatrice, ça développe de l'oxytocine qui est très favorable au développement du cerveau. Donc, on essaie d'éliminer le stress en ayant des attitudes bienveillantes et empathiques avec l'enfant. Comme éducatrice, qu'est-ce qu'on va faire pour être plus dans la bienveillance? C'est s'auto-observer, s'auto-réguler et accepter de modifier certains comportements qu'on a mis en place depuis des années. Ça veut dire être plus à l'affût de l'émotion de l'enfant, l'accueillir, le reconnaître, se connecter avec lui, être en synchronicité affective, se mettre à son niveau, être empathique, être souriante, être dynamique, être bienveillante. Faut pas oublier que toutes les situations d'apprentissage de la journée passent par les émotions. Donc, ça peut arriver que dans les comportements négatifs, il y a des situations d'apprentissage, effectivement. Donc, il faut se mettre au diapason de l'enfant. Les comportements des enfants sont des moments où ils expriment quelque chose. Il faut se mettre à son niveau et l'accueillir là-dedans. C'est ça, être bienveillant. Pour verbaliser et établir des frontières claires avec l'enfant pour être bienveillant, on va nommer des phrases à l'enfant. On va lui dire « Je préfère que tu sois fâché après moi que de te laisser faire mal aux amis. Je vois que tu es fâché, alors je vais t'aider à passer au travers de ça, je vais t'accompagner là-dedans. Je ne te laisserai pas faire mal aux amis et je vais t'aider à trouver des solutions. » Ce sont des phrases qui permettent à l'enfant de se connecter avec lui et de se mettre sur le même diapason avec lui. Ça ne veut pas dire qu'on laisse l'enfant tout faire. Ça ne veut pas dire qu'on va le laisser agir comme il veut. Non, ça va prendre un petit peu de saine fermeté, de bienveillance et d'empathie. La saine fermeté, ça s'appelle la discipline positive. Comment on place l'enfant dans une structure pour lui dire « J'accepte pas ce que tu es en train de faire là, je comprends ce que tu es en train de vivre. » Donc, la discipline positive, elle a une action très importante sur la gestion des comportements des enfants. Il y a des comportements qui sont très perturbateurs, qui dérangent, et il y a des comportements qui sont seulement dans le développement de l'enfant qu'on va être capable d'accompagner dans une attitude bienveillante. Donc, la saine fermeté, ça implique la discipline positive. Par exemple, un enfant qui, au vestiaire,
père refuse de collaborer, au lieu de lui dire « Ah là, c'est fini, tu vas venir t'asseoir, je vais t'habiller », on va lui dire « Ah, Mathieu, je m'aperçois que c'est difficile pour toi, viens avec moi, on va venir s'asseoir. Je vais t'accompagner, je vais t'aider là-dedans. » Cette situation-là est bienveillante. L'autre, elle va relier un petit peu plus la douce violence. En conclusion, les REG et les éducatrices ne devraient pas se contenter de ne pas nuire aux enfants par leurs gestes et leurs paroles. Elles devraient faire mieux, pas plus, mais mieux. Et ça, c'est possible. Une posture professionnelle d'écoute, d'attention à l'autre. Et c'est aussi une démarche institutionnelle. Une démarche institutionnelle qui vise à permettre aux organisations de se repenser autour des besoins des personnes, autour de leurs attentes. Et en fait, c'est un processus long. Il faut un engagement fort du management, des instances, des organisations, des établissements. Il faut écouter les patients et les professionnels. Il faut former et sensibiliser les professionnels. Et il faut aussi tout un ensemble de petites actions d'amélioration qui peuvent prendre la forme d'amélioration du quotidien, de l'expérience concrète des patients dans un établissement. Cela paraît une évidence. Quand vous bénéficiez de soins ou de services d'accompagnement, en établissement comme à domicile, vous voulez être bien traité. Au-delà des symptômes de la maladie, du handicap ou de la perte d'autonomie, vous êtes d'abord une personne qui doit être respectée à chaque instant, dans tous les actes, même les plus quotidiens. Être bien accueilli, écouté, informé et pouvoir discuter de vos attentes dans le respect mutuel sont des conditions de la bientraitance. Celle-ci n'est pas à sens unique cependant et nécessite un engagement de tous les acteurs de la relation. En toute situation, une communication apaisée et respectueuse doit se créer entre tous. Entre vous et les professionnels, entre les différents professionnels eux-mêmes, mais aussi entre vous, vos proches et les autres usagers du système de santé. Cet équilibre est une source de confiance réciproque. Cela permet que les prestations soient assurées dans une ambiance positive et bienveillante, garantissant la liberté, le respect de l'intimité et la dignité de chacun. Pour les professionnels, la bientraitance doit être un objectif constant pour une amélioration permanente de l'organisation de la structure, des pratiques et de la formation et bien sûr des prestations qu'ils vous délivrent. De votre côté, vous impliquez au mieux dans la réussite des soins ou de l'accompagnement. Faciliter et respecter le travail et les compétences des professionnels participe à leur efficacité et donc leur disponibilité. Agir pour la bientraitance, c'est aussi en parler. En cas de difficulté, vos proches, votre personne de confiance, votre médecin, les représentants d'usagers, les responsables de l'établissement ou de la structure peuvent vous aider. Il est mort, Aznavour. Oui, il est mort, oui. Ah, c'est ça qu'il le faut. C'est pour ça qu'il faisait montrer l'enterrement, oui. Ah. Oui. Au Mimosa, on suit l'actualité en épluchant les carottes, comme on le faisait chez soi. Ah là 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 là, allez, allez, dépêchons-nous.
L'autonomie, c'est ce qui permet qu'ils ne deviendront pas grabataires, c'est ce qui permet qu'ils continuent d'avoir une activité. C'est important parce que l'autonomie, c'est la vie, quoi, hein. Vous allez pouvoir remarcher, vous allez pouvoir continuer à faire tout ce que vous pouvez faire naturellement et ne pas être dépendant de quelqu'un pour faire les choses. L'autonomie, un des objectifs de l'équipe soignante. Ici, on ne fait pas des miracles, mais quand même, on travaille souvent contre le temps qui passe. Est-ce que vous souhaitez marcher avec nous un petit peu? Ben oui, parce que vous êtes belle. Oh, c'est gentil. On y va? Aider un résident à marcher plutôt que de le déplacer dans un fauteuil roulant, ça demande de la disponibilité, mais ça finit par payer. Le résident, il se sent en confiance et voilà, comme ce monsieur où on a fait marcher, il y a quelques semaines de ça, il ne marchait plus du tout. Voilà. La force de travail, d'esprit d'équipe, ça apporte la possibilité de faire évoluer le résident. Donner du plaisir à vivre, des plaisirs tout simples. Henri élevait une dizaine de poules chez lui. Maintenant, avec Maria, il nourrit celles de l'EHPAD. Tous les matins, je vais leur donner à boire, puis je mets de l'eau, puis je viens leur donner main tous les matins. On aime ça. On fait ça chez nous. Pas de soins de force, le respect de l'intimité. L'humanitude est une philosophie avant d'être un label. À l'EHPAD des Mimosas, il y a eu des formations pour les personnels. On dit ici qu'on a retrouvé une sérénité. Quoi de plus motivant que de voir que le résident dont on s'occupe recommence à faire les gestes de la vie quotidienne, pouvoir remanger, s'habiller, refaire ses soins d'hygiène. Je pense qu'il n'y a rien de plus motivant pour un soignant que de constater les résultats de son travail. Mais un établissement comme celui-ci est financé en fonction du degré de dépendance des résidents. Si les résidents retrouvent de l'autonomie, le budget risque de baisser, une réglementation totalement handicapante.